Résumé du cours, la technique et la nature, introduction. La technique désigne un ensemble de savoir-faire destiné à augmenter l'efficacité des activités humaines, que ce soit par des instruments ou non. Selon Bergson, l'homme est d'abord un homo faber avant d'être un homo sapiens. La technique est une adaptation vitale de l'homme à son environnement, marquant les âges de l'humanité par son outillage. La problématique centrale est de savoir si tout ce qui est techniquement possible doit être réalisé, mettant en balance les considérations morales et les impératifs technologiques. La technique comme marque de l'intelligence humaine. 1. La technique et l'intelligence humaine. Aristote et Bergson considèrent la technique comme révélatrice de l'intelligence humaine. Aristote, dans ses ouvrages, souligne que l'homme, par nature, cherche à connaître et à transformer son environnement pour améliorer ses conditions de vie. Dans Les parties des animaux, Aristote explique que l'homme se distingue des autres êtres vivants par sa capacité à fabriquer des outils et à utiliser sa raison pour manipuler la nature. Henri Bergson, dans L'évolution créatrice, 1907, développe l'idée que l'homme est un homo faber, c'est-à-dire un fabricant d'outils. Il soutient que la capacité à fabriquer des outils est ce qui distingue fondamentalement l'homme des autres animaux. Bergson écrit « L'homme est un fabricant d'outils, il est un outil fabriquant des outils ». Cette capacité technique est pour Bergson une manifestation de l'intelligence humaine et un signe de la créativité humaine. Les inventions telles que la roue, l'imprimerie, la machine à vapeur et Internet ont marqué des étapes capitales dans l'évolution de la civilisation. La technique a soulagé la peine des hommes et leur a donné de la liberté. La pratique de la technique développe chez ceux qui la pratiquent des qualités intellectuelles comme l'observation, la précision et l'inventivité. 2. Exemple de progrès technique, clonage thérapeutique. Le clonage à finalité thérapeutique utilise des cellules souches totipotentes capables de produire n'importe quel organe. Cette technique offre l'espoir de guérir de nombreuses maladies et déficiences organiques. Par exemple, la thérapie génique permet de corriger une maladie héréditaire par transfert du gène normal dans les embryons déficitaires. L'impact potentiel de ces technologies sur la médecine est immense, permettant des traitements personnalisés et la régénération de tissus endommagés. Énergie nucléaire. Elle permet de produire de l'électricité de manière peu chère et peu polluante comparée aux centrales thermiques à charbon. L'énergie nucléaire assure également une indépendance énergétique stratégique. Cependant, les risques associés aux déchets nucléaires et aux accidents tels que Fukushima, 2011, et Tchernobyl, 1986, posent des questions éthiques sur l'utilisation de cette technologie. Culture des OGM. Les organismes génétiquement modifiés, OGM, peuvent produire des plantes plus résistantes avec de meilleurs rendements, offrant une solution potentielle aux problèmes alimentaires mondiaux. Les OGM peuvent améliorer la sécurité alimentaire et réduire l'utilisation de pesticides, mais ils suscitent également des préoccupations concernant la santé des consommateurs et l'impact environnemental. Les limites morales du progrès technique. 1. Critique morale du progrès technique. Luc Ferry observe. Aujourd'hui, la situation semble s'être inversée au point que le plus souvent c'est la nature qui nous paraît admirable et la science maléfique. Le progrès technique, bien qu'apportant des avantages immédiats, peut entraîner des conséquences négatives à long terme. La question est de savoir si les bénéfices immédiats justifient les risques potentiels à long terme. Reprenons les 3 exemples ci-dessus mais pour en monter les dangers. Fécondation in vitro, FIV. Grâce à la congélation de sperme, il est possible de féconder un ovule avec le sperme d'un homme qui se trouve à l'autre bout du monde, ou même d'un homme mort depuis longtemps. Cependant, cette technique soulève des questions éthiques sur la nature de la parentalité et la marchandisation de la reproduction. Le diagnostic préimplantatoire permet d'identifier certains gènes défectueux et de choisir les embryons sans altération, ce qui peut conduire à des pratiques d'eugénisme modernes. Le film Bienvenue à Gattaca 1997 montre les dérives et les limites d'une société hygiéniste, eugéniste et totalitaire. Énergie nucléaire. Malgré ses avantages, l'énergie nucléaire pose des risques de pollution radioactive, de malformation des fœtus et d'accidents nucléaires. La gestion des déchets nucléaires pour les générations futures reste également un problème non résolu. Les risques de sabotage ou d'attentats terroristes augmentent également les préoccupations liées à cette technologie. Culture des OGM. Les risques sanitaires pour les consommateurs, la contamination des cultures traditionnelles et les conséquences écologiques indéterminées posent des questions sur la sécurité et l'impact environnemental des OGM. Les effets à long terme sur l'écosystème
comme la mort des abeilles, ne sont pas encore entièrement compris. 2. Le principe de responsabilité. Hans Jonas propose un principe de responsabilité face aux défis posés par le progrès technique. Agissons de telle sorte que les effets de notre action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Il souligne l'importance de prendre en compte les conséquences à long terme de nos actions techniques et de préserver la nature pour les générations futures. Jonas appelle à une éthique de la responsabilité qui prend en compte les impacts environnementaux et sociaux des innovations technologiques. Technique, libération ou aliénation. 1. La technique comme source de libération. La technique a historiquement libéré l'humanité des contraintes naturelles et sociales. Elle a amélioré l'hygiène, l'habillement, la conservation des aliments, l'accès à l'information et diminué le temps de travail tout en augmentant le temps de loisir. René Descartes, dans le discours de la méthode, exprime ce projet de domination de la nature. Devenir comme maître et possesseur de la nature. Point. La nature ne se contemple plus, elle se soumet, s'exploite. Elle ne chante plus les louanges des dieux. Elle est offerte à l'homme pour qu'il l'exploite. Mais Descartes dit comme « Seul Dieu est le véritable maître et possesseur de la nature ». La nature est au service de l'homme, elle lui appartient, possesseur, et lui peut en faire ce qu'il veut, maître. Il annonce la possibilité d'une technique dont le développement, loin d'être une fatalité pour l'homme, devrait libérer l'humanité, et la libérer en particulier, de la souffrance du travail. 2 exemples illustrent ce potentiel. Armes thermonucléaires. La capacité de détruire la planète montre le pouvoir immense de la technique. Cependant, cela pose également des questions sur l'éthique de la dissuasion nucléaire et les risques pour l'humanité. Exploration spatiale. L'homme a pu poser le pied sur la Lune en 1969, marquant une avancée spectaculaire pour l'humanité. Cette exploration ouvre des perspectives sur la colonisation d'autres planètes et la survie de l'humanité au-delà de la Terre. 2. La technique comme source d'aliénation. Cependant, l'utilisation des machines a également introduit une nouvelle forme d'aliénation. Karl Marx, dans Le Capital 1867, décrit comment le travailleur devient subordonné aux machines et à la division du travail, perdant ainsi la maîtrise de son propre travail. S'il domine la machine, l'homme est aussi dominé par elle. Il soumet ses gestes productifs à la rationalité de celle-ci. La division du travail qui accompagne le machinisme subordonne le travailleur aux conditions mécaniques de la production. Le travail devient moins intéressant, plus répétitif, parcellaire, sans qualification. La dialectique du maître et de l'esclave de Hegel se vérifie avec la situation de l'homme contemporain au sein de la civilisation technologique. Pour Hegel, le maître devient esclave de son esclave, et l'esclave devient le maître de son maître. Idem pour notre situation actuelle, l'homme devient l'esclave de la technique et la technique devient maîtresse de l'homme. La technique, en se complexifiant, entraîne une dépendance accrue des hommes aux technologies qu'ils ne comprennent pas toujours. Martin Heidegger, philosophe allemand du XXe siècle, parle des à raisonnement pour décrire comment la technique transforme notre perception du monde, réduisant la nature et l'homme à des ressources à exploiter. Le Rhin, 1801, dont le poète Hölderlin savait dire la beauté et le mystère n'est plus qu'une énergie électrique potentielle. Toute la nature est devenue, non un objet de contemplation mais un objet de calcul et d'exploitation, un instrument, un produit y compris l'homme lui-même. La nature ne sera plus qu'une réserve de bois, la montagne, une carrière de pierre, la rivière, une force hydraulique, etc. Comme n'importe quelle autre réalité matérielle, l'homme devient alors purement et simplement une ressource, confère les directions des ressources humaines dans les entreprises, qu'il s'agit d'exploiter et de rentabiliser le plus rationnellement possible le personnel, c'est-à-dire avec le minimum de coûts et de pertes. 3. Le principe de précaution face aux dangers des technologies. Les sources scientifiques et philosophiques du principe de précaution. 1. Le rapport Meadows 1972, où le rapport met en évidence l'impossibilité d'une croissance infinie dans un monde fini. Il souligne 4 idées fondamentales. La croissance capitaliste est intenable. La nécessité du développement durable. La réduction de l'empreinte écologique. La proposition de décroissance ou de croissance zéro. Le rapport critique également la divinisation de la nature et la diabolisation de la science. 2. Hans Jonas et le principe de responsabilité, 1979, où Jonas propose une éthique de la responsabilité face aux défis posés par le progrès technique. Il affirme « Agissons de telle sorte que les effets de notre action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Il met en garde contre les conséquences à long terme des actions techniques et appelle à une préservation de la nature pour les générations futures. 3. Le principe de précaution 1992
Adopté en 1992 dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, le principe de précaution stipule: pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Ce principe préconise des actions préventives face à des incertitudes scientifiques pour éviter des dommages environnementaux potentiels. Critique du principe de précaution, certains critiquent ce principe, affirmant qu'il peut freiner le progrès scientifique et technologique. Par exemple, il est suggéré que si ce principe avait été appliqué par le passé, des avancées médicales cruciales comme les vaccins de Pasteur n'auraient peut-être pas été autorisées. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de certitude qu'une découverte est dangereuse qu'il ne faut pas l'interdire. Même si on n'a pas prouvé que les OGM sont dangereux qu'il ne faut pas les interdire. La pandémie de grippe à H1N1, 2009, est citée comme un exemple où l'application du principe de précaution a conduit à des dépenses énormes pour des vaccins et des masques en grande partie inutilisés. Conclusion: pour une technique dominée par l'homme, la condamnation radicale de la technique est jugée impossible, étant donné ses nombreux avantages, tels que l'allègement du travail, l'allongement de l'espérance de vie et la prévention de certains phénomènes naturels catastrophiques, famines, inondations, etc. La technique doit servir les fins que l'homme lui donne. Ses avancées et ses usages doivent être démocratiquement maîtrisés et réfléchis pour éviter des catastrophes ou des formes nouvelles d'oppression. En conclusion, il est essentiel de maintenir la technique sous contrôle humain. La technique peut être la meilleure et la pire des choses, selon son usage et les fins qu'elle sert. Une approche équilibrée, fondée sur le principe de précaution et une éthique de la responsabilité, est nécessaire pour garantir que le progrès technique bénéficie à l'humanité tout en préservant l'environnement.